Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurent, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir messieurs, bonsoir Joachim, comment tu vas? Bonsoir Laurence, bien, la petite semaine de vacances. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. J'étais promené au bord de la mer, prendre un peu le soleil, donc ça faisait du bien. T'as trouvé le soleil au bord de la mer? T'étais où, aux Antilles? Non, il n'y a pas de vent, c'était bien agréable. J'imagine, c'est vrai que ça fait un bout de temps, ça fait quoi, 3 semaines qu'on ne s'est pas vu? Oui. Donc, bon, c'est trop long ça, c'est trop long. Donc, bonsoir Kylian. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va pas trop dur la journée, ça a été? Bon, ça va, 2 heures de cours, ça va. Ça va, hein? Ça va, je devrais survivre. D'accord, donc tu es en licence Club Med, c'est ça, pour aujourd'hui? Bah moi ça me convient. Oui, tu m'étonnes, attends 2 heures de cours, tu m'étonnes. Donc, alors aujourd'hui je suis de nouveau en infériorité numérique, ça va pas cette histoire, il va falloir que je trouve une solution. Et donc nous avons un invité, et nous avons la chance d'avoir Laurent Communot. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Alors on se connaît donc on va se tutoyer, on va pas faire semblant. Donc Laurent, tu es DCF, on l'a déjà dit, donc dirigeant commerciaux de France, mais tu es là surtout ce soir pour nous parler de ton boulot, parce que tu es franchisé de l'enseigne La Micaline. Oui, voilà, depuis 8 ans, franchisé de La Micaline à Limoges. À Limoges. Donc on va parler de toi, de La Micaline, de ton boulot, de qui tu es aussi. On va poser plein de questions, comme d'habitude, on va être bien curieux. Et mais surtout, on va parler de ton premier choix musical, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter par rapport à ça. D'abord, c'est Sidney Bechet, Petite Fleur. Alors tu peux nous dire pourquoi ce choix? Parce que tu m'as raconté tout à l'heure hors antenne. Alors ce choix, c'est en fait, mon père était musicien, chanteur, et il nous a embarqué avec mon frère et ma sœur dans la musique. Et il fallait qu'on choisisse un instrument, et j'avais choisi la clarinette. Mais la clarinette au conservatoire, un soir, j'y arrivais pas, parce que je n'arrivais pas à trouver d'énergie ou d'ondes positives à jouer des cours très traditionnels, on faisait des gammes, ce qui est pas important à faire pourtant. Et un soir, je suis rentré chez moi, j'ai jeté la clarinette et j'ai arrêté. Et mon père m'a dit, non mais déjà il m'a engueulé parce que j'ai pas respecté l'instrument. Et puis donc il m'a embarqué, il a pris la clarinette, il m'a embarqué, il m'a mis dans la voiture et on est parti chez un de ses collègues musiciens qui était clarinettiste. Et quand je suis arrivé, en fait, il m'a mis Sidney Bechet, Petite Fleur, et là, en fait, découverte du jazz. Et ce personnage m'a dit, prends ta clarinette, fais-moi les gammes, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai sorti une gamme en fait avec la clarinette. Il me dit, tu seras capable de jouer ce Petite Fleur de Sidney Bechet dans moins d'un mois. Et du coup, voilà. Et la musique reste une passion. Et la musique reste une passion, oui. On va en parler pendant tout léger, tout doux. Là, ça nous met directement dans une ambiance très cosy. C'est génial. Alors, Laurent, parle-nous de toi. D'abord, présente-toi, si tu veux bien, et puis après, on commencera l'acquisition à poser plein de questions en fonction de ce que tu vas nous dire. Vas-y. Donc Laurent Communot est aujourd'hui 51 ans, et papa de 3 belles filles, mariées, avec une épouse charmante aussi, qui travaille avec moi en permanence. Et puis, bientôt grand-père aussi dans 3 mois. D'accord. Donc, attention, changement de grade. Donc un événement très attendu. J'imagine. Et puis aujourd'hui, professionnel dans la boulangerie rapide à la française, en fait, grâce à cette enseigne, La Micaline, que j'ai découvert en 2004. D'accord. Voilà. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Moi, en fait, avant ça, j'étais dans l'hôtellerie et restauration. Donc je suis de formation hôtellerie et restauration. J'ai eu la chance de faire l'inauguration et l'ouverture du lycée hôtelier de La Rochelle en 85-86. Donc voilà. Et une belle expérience d'ailleurs. Et je suis resté toujours dans cet environnement-là en fait. Alors après, je suis passé j'ai commencé dans le luxe, dans le haut de gamme, donc tout ce qui était palace ou 4 étoiles luxe. Et puis j'ai voulu un peu évoluer, changer. Et puis je me suis retrouvé après dans des restaurants beaucoup plus gastro, mais plus traditionnels, moins haut de gamme. Le monde du bar aussi, j'ai beaucoup évolué dans le monde du bar. Et puis, je me suis retrouvé dans l'hôtellerie pure. Je me suis retrouvé dans la prospection de séminaires pour un petit groupe d'hôtels. L'armée m'a appelé.
Il a fallu que j'y aille. Donc là, je suis parti 6 mois en Nouvelle-Calédonie grâce à l'armée, donc découverte du Pacifique Sud et un environnement vraiment magnifique. Et quand je suis revenu, le poste que j'avais avant, la personne qu'on avait mis à ma place n'avait pas forcément fait le job, et puis j'avais pas envie de tout recommencer, donc du coup j'ai voulu carrément changer, de prendre le virage à 90 degrés. Donc là je suis rentré dans la restauration rapide sous l'enseigne Quick, ce qui m'a fait venir à Limoges en 93. D'accord. Oui, parce qu'au départ, tu es originaire de La Rochelle, alors. Non, Châtellerault. Châtellerault, et un peu Dijonais aussi, parce que ma maman est dijonnaise et mon père est Châtellerault. Donc je suis né à Châtellerault. D'accord. Et donc, voilà. Chez Quick, vous occupiez quel poste ? Je suis rentré assistant manager. D'accord. Et j'ai fait un parcours de 5 ans où je suis parti au bout de 4 ans de Limoges pendant 1 an à se ranger pour ouvrir le 3e Quick d'Angers, où j'ai fini directeur en fait là-bas. Et puis après, je suis revenu sur Limoges au bout d'un an à Angers. Pour des raisons, j'ai arrêté Quick, ça après 5 ans chez Quick. Donc une belle époque. Progression aussi également, passer d'assistant manager à directeur. Dans ces enseignes-là, c'est les grandes écoles en fait. C'est vraiment des centres de formation par le boulot. C'est des métiers où on apprend énormément, et si on a envie d'évoluer et qu'on montre qu'on a envie d'évoluer, on évolue. Comme à la Micaline. Voilà, comme à la Micaline, c'est pareil. C'est des enseignes, toutes ces enseignes-là en fait travaillent beaucoup dans ce sens-là. Et est-ce que c'est des secteurs qui manquent de personnel ? Parce que moi je vois ça à travers mes parents qui sont dans l'hôtellerie, qui sont dans le gastro, et c'est un manque de personnel dans beaucoup d'établissements. Oui, là en ce moment, de toute façon c'est vrai dans tous les métiers pratiquement en ce moment. Aujourd'hui on est sur une période où il y a eu des grands mouvements en fait. Cette période Covid en fait a permis à des gens en fait de se retrouver soit à la maison en chômage partiel, soit de changer d'activité par leur établissement fermé, et puis donc des découvertes d'autres choses. Et puis c'est une période qui a permis aux gens de faire un arrêt sur image. Et puis ma vie ne me convient pas. Et c'est vrai que la restauration est une des premières victimes par rapport à ça au niveau du nombre de personnes. Donc dans les enseignes comme les nôtres, on a la chance de pouvoir recruter plus un savoir-être qu'une compétence, parce que la compétence, on la transmet très facilement. Très facilement. Voilà. On la transmet quand même plus facilement, parce qu'on a des structures qui sont organisées comme ça. Et c'est vrai que dans la restauration traditionnelle, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, oui, c'est un secteur qui est vraiment chahuté sur ça. Ouais. Et comment on passe d'un palace à Quick et à la Micaline, parce que c'est quand même deux mondes. Psychologiquement, ça doit être et puis peut-être pour tout le reste, compliqué, sinon ça dépend de l'aspect dans lequel tu prends, mais... En fait, c'est vraiment, on peut pas comparer ces environnements-là, hormis le fait que on reçoit des clients à un endroit et on offre une prestation qui est adaptée par rapport au prix que le client est prêt à mettre. Et c'est sûr que c'est des environnements complètement différents. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est l'envie d'apprendre autre chose, de découvrir autre chose. C'est plutôt cette partie-là, en fait. Je me suis même pas question de dire, est-ce que c'est intelligent de passer d'un palace... Georges V ou Crillon à Paris, à un restaurant Quick dans une commune de France. Mais on se pose pas cette question-là en fait. C'est surtout que qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre et dans quel sens je veux évoluer. Dans les palaces, on peut le faire aussi, mais c'est une autre approche, une autre organisation. Qu'est-ce que tu retiens justement de ton passage dans les palaces ? Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Ou quels sont tes plus beaux souvenirs et où tes pires galères ? Les pires galères, c'est de faire une boulette et puis de se retrouver face à une comtesse ou face à un... et je pourrais raconter une petite anecdote super sympa d'ailleurs. Vas-y. À l'hôtel Hermitage à Dinard, à La Baule. En fait, là c'est restauration très haut de gamme et là on était encore, donc on remonte, ça c'était dans les années 90. On travaille beaucoup encore au guéridon et là en fait on avait un petit homard à préparer au guéridon et j'étais avec mon prof de resto qui était un ancien justement chef de rang ou maître d'hôtel dans ce palace et il nous fait une démonstration et là à un moment donné on était sur des réchauds et on était sur des grands plateaux en argent et puis là ça a ripé en fait et ça a fait basculer et toutes les petites sauces sont parties sur deux, trois tables à côté et là en fait dans ce milieu là c'est pas forcément très bien vu. Et puis moi j'étais le petit commis. On était 2-3 commis à regarder. Et là exactement comme il faut pas le faire, on le fait quand même. C'est là où on prend le plus beau fou rire de notre vie. Et on peut pas s'arrêter.
C'est Et ça. on voit notre prof changer de couleur dans tous les sens. Voilà, ça c'est des moments qui marquent une vie parce que là j'avais 17 ans et ça marque. Vous pouvez y retourner aujourd'hui là-bas ou... Ou t'es persona non grata avec la. Nous on avait rien fait. Non, mais t'avais Non, osé c'est pas- rire, c'est quoi. pas genre, ah oui, mais là, c'est juste pas possible. Puis on peut pas sortir parce qu'on voit ça. Et en fait, la dame, en fait, sur le moment, elle était en colère, bien sûr, c'est normal. Puis après, en fait, notre fou rire Oui. on lui a transmis notre fou rire, c'est assez contagieux. Et puis, du coup, ça s'est bien passé à la fin. Mais je vous avoue que sur le moment, tout le staff du palace, là, n'était pas forcément. C'est là que tu as juste entendu les mouettes crier, quoi, en mode Ah là là. oula, Ouais, c'était- le Non, temps mais- s'arrête, quoi. Après, oui, c'est moi ce que j'ai appris beaucoup dans ce milieu-là, c'est d'apprécier les bonnes choses, d'être vraiment dans la démarche clientèle. Donc un client, dire non à un client, c'est pas possible, et d'être vraiment au service de la clientèle. Donc ça m'a vraiment ancré ça à un très jeune âge en fait, quelque Oui. part dans le métier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et ce qui me sert énormément aujourd'hui. Et pourquoi à la base ce chemin vers l'hôtellerie quand tu as choisi tes études? En fait, c'est un choix ou c'est par Alors j'avais 3 métiers en vue. J'avais agriculteur au départ. Deuxième choix c'était forestier et troisième choix c'était hôtellerie restauration. Je voulais être cuisinier. Agriculteur, j'avais de la famille dans ça. Il m'avait bien dit si tu n'arrives pas à prendre la suite d'un parent ou quoi que ce soit, à cette période-là, oublie. Forestier, c'est un métier qui était encore hyper bouché à cette époque-là. Et donc, du coup, l'hôtellerie-restauration, c'était un des choix que, de toute façon, que j'avais déterminé. Mais cuisinier au départ. Et puis à l'école, à ce moment-là, il fallait être informaticien. Donc, il fallait se battre contre l'école pour dire, mais non, je veux pas être informaticien, je veux être cuisinier. Donc, je suis parti à l'école hôtelière de La Rochelle. Et j'ai passé mon entretien avec une jambe dans le plâtre, parce que j'avais eu un accident au football, et ça s'est bien passé, en fait. Voilà. D'accord. Par rapport à justement maintenant, comment es-tu arrivé à la Micaline? C'est quoi ton parcours et donc t'étais on était arrivé chez Quick. Ouais. Comment de chez Quick t'es arrivé à la Micaline? Alors je suis parti de Quick en fait d'Angers en fait parce que mon épouse cherchait du travail aussi à ce moment-là et elle avait une super opportunité dans une enseigne de Limoges. Le hasard en fait, parce que ça aurait pu être à n'importe quelle ville haute de France. Là c'était Limoges. Je me dis écoute, j'ai envie de changer, c'est le moment. Donc Tu savais où était Limoges? je savais où était Limoges. Que je regrette pas d'ailleurs. C'est une ville tellement agréable à vivre. Et donc du coup, je lui dis écoute, je démissionne, je te suis, prends ton boulot à Limoges. J'arriverai à trouver, c'est pas un problème. Et c'est là où en fait, quand je suis arrivé à Limoges, j'ai mis 5-6 mois pour trouver, mais j'ai retrouvé, j'ai pris la direction d'une ancienne boulangerie qu'on appelait c'est une coopérative qu'on appelait la Bocoval à l'époque, qui a été rachetée par des gens et qui cherchaient un responsable en fait de site. Alors là il y avait un côté production, usine et un côté commercial, développement. Et donc la planification je connaissais pas, donc j'ai passé 6 mois à faire les nuits avec mes boulangers pour apprendre dans les labos et puis mon livre de chevet c'était le bouquin de CAP, BEP, boulangerie. Donc pour comprendre parce qu'en fait on sortait 12 000 pièces par jour quand même, donc il fallait quand même envoyer. Et puis manager des boulangers, manager des personnes oui, mais des boulangers c'est quand même un métier à part, il faut connaître quand même le métier. Donc j'ai appris ce métier-là. Et puis donc du coup, ça a duré 3 ans parce qu'après ils ont revendu, ils ont fermé. Là, je savais ce que je voulais pas faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Mais je savais ce que je voulais plus C'est faire. le plus important. Oui. Et tu voulais plus C'est faire bien quoi? tourné. Et tu voulais plus faire quoi? Je voulais plus en fait que je voulais plus courir en fait dans des commerces ou quoi. À ce moment-là, en fait, de cette période-là, je voulais vraiment partir plutôt sur une dimension, régionale. J'étais plus attiré par ce genre de choses. Et en fait, de nuit dans les labos, des choses comme ça. J'avais envie de changer un peu de cet environnement-là. Et à un moment donné, j'ai vu une annonce, plus c'était à Pôle Emploi ou la PEC, je sais plus. Et en fait, une annonce qui expliquait le poste en fait d'un animateur de réseau qui cherchait basé sur Limoges. Et donc animateur de réseau. Qu'est-ce Au que c'est? départ, je pensais que c'était mettre des câbles dans la campagne et tout. Non, c'était pas ça du tout. Donc j'ai vraiment approfondi ça, j'ai cherché. Enfin, c'était pas sous le nom de l'enseigne de la Micaline, c'était sous l'enseigne du franchiseur qui s'appelait la SAS Mofournil. Et donc j'ai quand même cherché. Et en fait, c'est comme on est dans le milieu de la franchise, on peut pas dire directeur de région parce qu'on ne peut pas être directif dans la franchise. Dans la franchise, on n'est que dans le conseil, on parle qu'au conditionnel et on est vraiment dans l'accompagnement et dans le conseil. Et quand j'ai lu cette annonce, là j'ai dit mais c'est ça, je vais postuler le 24 décembre. Par internet et il m'a appelé le 26 au matin, donc juste après Noël, 2 heures d'entretien téléphonique dans mon lit. Voilà, parfait.
Et après, il m'a dit, c'est soit on se revoit le 28 ou le 29 décembre à Nation, c'est un mois à Saint-Jean-de-Mont. J'ai dit le 29 à Nation, ça ira très bien. Donc 3 jours après, on était donc un entretien à Nation physique. Et puis le 14 février 2004, je suis rentré en formation à Belfort, à la Micaline, pour apprendre le métier pendant 7 mois avant de devenir animateur de réseau. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait 10 ans d'animation de réseau. On est vraiment dans l'accompagnement du franchisé, de l'installer, de le former, de l'accompagner pour bien y vivre et bien en vivre. Et ça vous a directement plu? Directement. Et c'est un métier pendant les 7 mois, vous n'êtes pas dit peut-être faire chemin arrière ou... Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, non, vraiment. Et Belfort, j'ai commencé 14 février à Belfort, sous la neige, parce qu'il neigeait à ce moment-là. Donc c'est le jour de la Saint-Valentin. Voilà, c'était bien. J'étais à 800 bornes de ma chère étendre. Et le premier client m'a demandé un chinois dans un cornet. À quoi? Un chinois dans un cornet. Et là, je me suis retourné, j'ai dit au franchisé, il me dit, tu mets un pain au raisin dans un petit poche papier, ça ira très bien. Voilà. D'accord. C'était mon premier client à la Micaline. Ça, comment directement être mis dans le bain, c'est le cas de le dire. C'était vraiment sympa. Oui, de toute façon, c'est. Non, mais je regrette pas du tout. Et au contraire, c'est un métier qui me manque énormément, dans le sens où c'est jamais pareil tous les jours. On fait beaucoup de routes. Ce qui m'a fait arrêter un peu, freiner un peu sur ce métier-là, c'était 130 000 km par an, et c'était la pression routière qui commençait à me peser, mes filles qui grandissaient que je voyais pas, mon épouse qui commençait à en avoir marre d'être un petit peu toute seule à la maison pendant 10 ans. Donc voilà, il a fallu qu'on se pose des questions, et donc ça, c'est l'étape 2 de la Micaline qui est arrivée après. C'est ça, où là tu as décidé de devenir franchisé en fait. J'en avais parlé au franchisé de Limoges en lui disant, si le jour où tu vends, tu m'en parles, parce que je sentais qu'il est arrivé, il a fait un parcours de 20 ans, il a ouvert de Micaline à Limoges, il a fait un super parcours. Avec qui je m'entendais bien, parce que je l'animais en même temps. Obligatoirement, j'étais basé à Limoges, je m'occupais des magasins de Limoges. Et donc, le deuxième magasin de Limoges a ouvert quand j'ai intégré la Micaline, en fait. Donc, du coup, alors c'est pas moi qui l'ai ouvert, parce que j'étais encore dans la formation. Et puis, 3 mois après, il m'a appelé, il me dit, écoute, j'étais à Bayonne, un vendredi soir, je partais, 19h, il me dit, passe au magasin quand tu arrives sur Limoges. Je lui fais, écoute, on passera demain matin, parce que ce soir... voilà. Et je savais pas pourquoi. Et donc, samedi matin, je suis allé le voir, et il me dit, écoute... si tu es toujours intéressé, je vends. Ok. Donc on a discuté un peu. Et quand je suis rentré à la maison, ma femme me dit, qu'est-ce qu'il voulait en fait? Et je lui dis, écoute, j'ai vendu la maison, j'ai vendu la voiture, j'ai démissionné, j'ai racheté les 2 Micalines de Limoges. Et là, Marianne me dit, t'es sérieux? J'y fais, écoute. Indirectement, oui, on peut le faire. Si c'est ok, on peut le faire, parce que c'est un projet familial, c'est un projet de famille. Et là, elle a réfléchi, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes. Elle me fait, on est parti. Et c'est comme ça que l'histoire de ma franchise, de devenir franchisé Micaline a commencé. C'était un sacré risque. Ah oui, c'est... Parce que tout vendre comme ça, il n'y a pas eu un peu de peur, ou forcément un peu, non? Non, pas de la peur. Pas un grand attachement matériel. L'adrénaline, et puis en fait... si c'est à refaire, je le refais directement, je réfléchis même pas. Mais en fait, pour être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un état d'esprit, je pense, plus qu'autre chose. Il y a toujours une part de risque, mais une part de risque, on l'a tout le temps. Même quand on est dans un boulot protégé, on a une part de risque, on peut se faire sortir tout pareil. Il y a aujourd'hui, il y a risque vraiment si on fait pas les choses sérieusement, mais après il y a... Le zéro risque n'existe pas dans la vie. Oui, et puis comme on a dit, ce qu'on avait avant, où tu rentrais dans une boîte, tu faisais toute ta carrière là-bas, et puis tu avais ta retraite dans la même boîte, c'est de moins en moins fréquent. Et ça n'attire plus du tout les jeunes. Et puis ça n'attire plus du tout. Même les... Voilà, c'est périmé. Même si on voulait le faire, je pense qu'aujourd'hui, ce serait compliqué. C'est quasiment compliqué. Mais j'ai des gens dans mon entourage qui n'ont pas compris. Ah mais ça je veux bien croire. Parce que j'avais un super boulot, bien payé, on avait la voiture, on avait l'ordi, on avait le téléphone, 5 semaines de congé, 5 semaines de congé payé, 5 semaines de RTT, on bossait pas les week-ends, pas les jours fériés. Attends, tu rigoles, t'es devenu indépendant et tu roules certainement dans une grosse bagnole, donc dans la tête des gens, c'est ça, l'indépendant. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas forcément ça. Et puis en fait, en plus, c'est un peu cliché, mais c'est globalement aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est un état d'esprit, c'est une volonté. C'est pas forcément une ambition obligatoire à tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis ça n'empêche pas, parce qu'on peut être très très bien. Et au contraire. Mais tout le monde ne veut pas l'être. Non, mais c'est ça. Et puis ça ne juge pas, ça en fait. Non. C'est vraiment une volonté, une envie. C'est ça. Une envie. Et comme tu dis, un état d'esprit. En parlant d'état d'esprit, on va un petit peu faire une plongée dans les années 80. Donc, parce que les choix musicaux sont assez éclectiques et là, de toute façon, on va être la même génération, donc ça va nous replonger dans les booms. Et donc, U2, Sunday, Bloody Sunday, pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? C'est qu'en fait, la première fois que j'ai entendu ça, alors j'ai été élevé aussi avec des cousins qui avaient 50 plus que moi. Ce qui ils m'ont ouvert aussi beaucoup sur la pop et beaucoup, ils m'ont élevé un peu antisocial avec YouTube, avec Téléphone, parce que j'aurais pu en sortir plein des titres. Hein. Et j'ai vraiment kiffé ça. Et puis c'est un moment où j'étais un peu ouvert et puis un peu plus cadeau entre l'ado et en mode rebelle, la majorité un peu rebelle. Et puis de voir en fait des choses comme ça, parce que derrière le Sunday Bloody Sunday, c'est quand même attaché à un événement en Irlande du Nord qui est monstrueux, qui a été très compliqué. Et voilà, tout ça mixé. Et puis du coup, je suis fan de U2. J'ai été les voir 5 fois en concert. J'ai fait un Limoges-Nice aller-retour en moins de 24 heures. Toute une génération que les jeunes de moins de 20 ans n'ont pas connue, mais... Mais non, mais on la connaît encore. Voilà. Enfin, on la connaît. Vous la redécouvrez, en fait. Voilà, vous la perpétuez. Ouais, c'est compliqué comment on la continue. Mais sans l'avoir vécu. C'est ça qui est fou, quoi. U2 est un groupe qui existe encore et qui est encore à fond et qui ne va pas tarder à revenir en concert, mais pas longtemps. Et quand on va d'ailleurs voir les concerts, il n'y a pas que des vieux croutons comme nous qui vont au concert. C'est clair. Il y a aussi des jeunes. Et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est aussi ces morceaux, comme tu dis, qu'on perpétue de génération en génération. Moi aussi, j'ai un fils de 21 ans, mais qui écoute les musiques que j'écoutais, qu'à l'époque, quand il était plus jeune, elle me disait c'est quoi tes conneries, et puis qui maintenant les met à fond dans la voiture. Donc mais ce qui est vraiment incroyable aujourd'hui avec la musique, c'est la facilité de pouvoir la diffuser comparé à avant. Et on a une pluralité d'artistes en fait qui vont plaire un peu à chaque spécificité et à chaque goût. Chaque région du monde va s'exprimer un peu avec des courants qui vont se développer, que ce soit dans le rap avec des courants différents en fonction des secteurs géographiques ou dans n'importe quel type de musique. Aujourd'hui, c'est diffusé beaucoup plus rapidement en fait, et beaucoup plus facilement. C'est clair. Donc ça permet d'avoir des personnes aujourd'hui qui ont une culture musicale, je trouve, en tout cas, vraiment développée en fait, parce qu'ils vont être capables de sortir des sons d'il y a 30 ans, parce que en 2 clics on peut les trouver, comme des sons qui sont sortis hier. En Thaïlande, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, ado, que quand on avait une musique qui nous plaisait bien, on attendait qu'elle passe à la radio avec les doigts sur les doubles decks pour enregistrer sur une cassette en priant pour que l'animateur ferme son clapet avant la fin de la musique. C'est parce que ça coûtait cher d'aller chercher il n'y avait pas les CD en plus à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut 10 € un abonnement Spotify et c'est terminé. C'est ça, c'est un truc de Et après, il faut avoir envie de découvrir aussi, parce que si on n'a pas envie de découvrir, si on veut rester dans sa bulle, on ne veut pas évoluer sur ça, ou alors découvrir. Et moi, ce que j'adore faire, c'est avec ma fille, en fait, quand on se retrouve tous les deux, c'est on prend chacun notre téléphone et on se fait écouter mutuellement un morceau qu'on aime, nous. C'est ça. Donc moi, j'ai découvert le rap grâce à elle. Et en fait, le rap, au départ, c'est vrai que moi, c'était un des environnements où j'aimais pas trop aller, en fait. Et on m'a fait découvrir des morceaux vraiment extraordinaires. Aussi bien à travers la parole qu'à travers la musicalité. Mais c'était Charles Aznavour qui avait dit, lors d'un concert sur Paris, il avait dit qu'aujourd'hui, on avait des lyristes qui étaient plus talentueux, enfin extrêmement talentueux, en fait. Et on s'y penche pas assez. On va dire qu'il y a vraiment des gens qui ont un talent dans la métaphore, dans la comparaison, et qui sont extrêmement bons, en fait. Qui sont peut-être sous-évalués aussi. Tu parlais du côté entrepreneur et indépendant, et comme tu disais, c'est un état d'esprit. Tu as toujours été avec cette envie d'être à ton compte. Qu'est-ce que tu y trouves, toi, en fait, comme tu as quand même eu des moments où tu étais salarié et que maintenant tu es plutôt indépendant, qu'est-ce que... Après, j'ai toujours eu cette volonté-là. Pourtant, j'ai eu des parents qui n'ont pas été forcément dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, ça a toujours été une volonté de dire un jour, j'aurai une entreprise à moi. Mais dans quoi ? Alors, ça. J'ai eu plein de projets que j'ai fait avancer plus ou moins et puis qui n'ont pas abouti pour des raisons soit financières, soit techniques, soit répondaient plus au marché, on va dire les raisons, il va y en avoir plein. Donc j'ai toujours eu cette volonté là et aujourd'hui, pourquoi je voulais ça, je sais pas, me prouver quelque chose à moi-même ou une recherche d'indépendance. J'ai quand même un côté indépendant qui est en moi, qui est naturel, donc c'est ce côté là. Même si dans le monde de la franchise, on est indépendant qu'à hauteur de 95%, en fait, il y a toujours 5% qui sont gérés par le contrat de franchise, qui nous imposent des choses. Mais l'avantage d'évoluer dans une franchise comme la Micaline, c'est que déjà, j'ai aimé la culture de cette enseigne aussi. Parce qu'en fait, je voulais changer je voulais arrêter un peu l'animation de réseau. C'est pas le métier en soi je voulais arrêter. C'était le rôle. C'était ce côté, la route et tout ça. C'était plutôt le côté autour, la pression de la route, la pression. Les comportements, le climat,
les radars, on peut le dire. Faut en parler. Mais même s'ils sont importants. Mais par contre, le métier en lui-même me plaisait et l'enseigne me plaisait. J'avais pas envie de quitter l'enseigne. Et comme c'est une enseigne familiale, c'est vrai que à un moment donné, il y a un plafond de verre qui est plus difficile ce qui est normal en soi par rapport parce que la famille est toujours là et cette famille créatrice quelque part. Mais l'enseigne, l'état d'esprit de cette enseigne, je l'acquis vraiment. Et aujourd'hui, dans les magasins, on la retrouve. Et quand j'ai eu cette opportunité-là, c'est vrai que 3 mois avant, j'avais pas forcément pensé en fait. Et j'étais le 2e ou 3e animateur de réseau à basculer dans la franchise de la même enseigne. Et puis le franchiseur m'a aussi aidé, parce qu'à un moment donné, il faut 30% d'apport pour ce genre de projet, 2 magasins en même temps, donc on va pas parler de sommes là, mais je veux dire, c'était des sommes conséquentes, et 30% tout de suite, ça rajoute des zéros, quoi. Donc voilà, donc faut les trouver, et puis si on veut que la banque suive, il faut ça, et donc là le franchiseur m'a accompagné, m'a aidé, ouais. Et quand tu parles justement des valeurs et de l'image, de l'image de la Micaline, c'est quoi en fait? Comment tu pourrais la définir? Comment je pourrais la définir? Donc déjà, c'est une enseigne qui a été créée sur 5 valeurs importantes et qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont avant tout la compétence professionnelle, donc c'est former les gens, c'est travailler avec des gens qui savent faire leur métier. Dans un milieu agroalimentaire, on n'a pas le choix, on ne peut pas être dans l'à peu près n'existe pas, par rapport à l'hygiène, par rapport au respect de la qualité des produits et autres, on est des nourrisseurs quelque part, donc on a une responsabilité sur la santé publique, donc là la compétence professionnelle, on ne peut pas en déroger. Après il y a l'honnêteté, parce que voilà, c'est la base. L'honnêteté, c'est... Alors, c'est pas des valeurs qu'ils ont inventées, c'est des valeurs qu'on devrait avoir dans la société en permanence. Mais lui, il a voulu. C'est des valeurs de base, quand même. André Barthaud, qui est le créateur, avec son épouse qui était sur la partie financière, lui, il était sur la partie produit, et sa sœur, Catherine Guettonneau, était sur la partie commerciale. Donc, c'est cette triptyque-là qui a été créé, qui a créé la Micaline aujourd'hui, sur ces 5 valeurs-là. Donc, l'honnêteté, la loyauté, la solidarité et la communication. La communication avec les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui suis passionné de management et passionné de relations humaines, 99% des conflits sont dus à un problème de communication. Voilà. Si c'est pas 100%. On est bien d'accord. Si c'est pas 100%. Donc, dans une entreprise, à partir du moment qu'on maîtrise la communication entre les personnes et autres, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Et donc, il a créé cette société en 85-86 sur ces valeurs-là. Qui n'étaient pas, par contre, à cette époque-là, les valeurs de management qu'on pouvait retrouver dans la plupart des entreprises. Oui, sûrement. Oui, et puis il est assez visionnaire sur ça. Et donc, du coup, il a monté sa structure sur ça. Et ce que j'aime en fait à la Micaline, c'est que c'est des magasins qui sont toujours ouverts sur la rue. Et au départ, il voulait un concept ouvert sur la rue. Et l'histoire du lancement de la Micaline, c'est que quand Mitterrand a créé la 5e semaine de congés payés, la Vendée s'est retrouvée avec une exode de tourisme monstrueuse d'un coup. Et lui, il était boulanger là-bas. Et ils se sont fait ce qu'on appelle démonter, en fait, par les touristes. C'est pas une mauvaise chose, en soi. Oui, mais il n'était pas prêt. Donc, en fait, l'année d'après, autant te dire, il a ouvert 2-3 magasins supplémentaires, il a vu que ça fonctionnait. Et puis en fait, je synthétise, parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et il a rencontré, en fait, le destin, parce que je parle pas de hasard, je parle du destin, en fait. Le destin lui a fait rencontrer une personne qui était sur Paris et qui était déjà un spécialiste de la franchise. Et la rencontre des deux, ça a donné la Micaline. Donc là, on va avoir 36 ans, je crois, 37 ans, 243 magasins en fait en France, qui représentent à peu près 3500-4000 collaborateurs à l'échelle nationale. C'est une vraie réussite. C'est une très belle histoire et en fait, y participer depuis 2004, franchement, c'est une fierté et c'est vrai que j'étais encore avec sa fille au téléphone tout à l'heure, la Sylvia Barthaud, qui est en train de reprendre les suites de ses parents et qui, en fait, on a une relation qui est hyper fusionnelle, hyper proche, tout en restant pro et tout en restant à sa place. En fait, c'est ça qui est important. Il y a une réelle proximité avec vos patrons, en quelque sorte. Direct, oui, tout à fait. Il n'y a pas ce sentiment d'écart, en fait, en mode vous m'appartenez, quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et au contraire, c'est le côté gagnant-gagnant, ce qui nous a fait passer la période Covid, là, qui était une période quand même très compliquée. C'est ce côté gagnant-gagnant qui nous a fait sortir aujourd'hui la tête haute de ce passage, parce qu'on a passé des semaines et des semaines à s'échanger en visio pour dire comment on fait. Voilà. Alors au début, c'était
Bah, tout le monde se posait des questions. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait de toute la nourriture qu'on a dans nos frigos, hein, on va pas la jeter. Hein. Donc en fait, comment on fait, comment on la donne, comment on l'offre, voilà, faut que ça apporte à quelqu'un. Et puis c'était de dire, bah il faut. Le franchiseur avait les stocks, nous on avait des stocks. Donc on a travaillé sur une stratégie commune et parallèle pour pouvoir sortir tous ensemble. Si les réseaux se plantent, le franchiseur n'existe plus, et si le franchiseur alimente plus, le réseau va être perturbé pendant des mois. Donc il n'y a pas de choix. Il y a un côté gagnant-gagnant qui est obligatoire. Et c'est justement c'est ce respect de chacun, c'est l'écoute de chacun, c'est cette communication ensemble qui nous a permis de sortir de cette période la tête haute. Ouais. Justement, quand on parle de cette période et de management et autres, on entend beaucoup pour l'instant que le Covid a fait émerger le fameux management en intelligence émotionnelle. Comment toi tu as vécu ça en tant justement que chef d'entreprise avec toute cette crise Covid et tout ce que ça a amené au niveau de tes équipes? Alors moi je dis qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Donc quand on se retrouve dans une situation négative, il faut toujours regarder le positif pour capitaliser dessus et avancer. Alors ça a toujours été ma marche à suivre, naturellement. Et en fait, un mois avant qu'on soit confiné, de toute façon, de voir tous les pays du Sud en fait, qui fermaient chacun leur tour, qui confinaient chacun leur tour. Moi, j'avais chopé mes équipes en... Fallait pas être de vin pour... Voilà. En fait, j'ai vu mes équipes en réunion et je leur ai dit, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose et il n'y a pas de raison que la France confine pas. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, voilà. De toute façon, ça arrivait du Sud, là, ça confine partout. Ça arrivait à plein nœuds, l'Europe commençait à être touchée de partout. Alors, je sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien. Par contre, il y aura 2 objectifs. C'est sauver la structure, parce que sans la structure, on n'est plus rien, et sauver vos structures à vous, qui sont vos familles et vous. Voilà. Et on verra ce qui se passe. Et donc, du coup, quelque part, on s'y attendait, en fait. Après, chômage partiel, il y a le côté... ça doit être un côté égalitaire. Le chômage partiel, en fait, normalement, on peut pas mettre... on est un nombre d'heures réparties sur des personnes. Après, mais quand on doit gérer en tant que chef d'entreprise des personnes qui ont peur, donc, on va pas les forcer à venir au boulot s'ils ont peur. Ça sert à rien. Bah non, ils mettent en danger, ça sert à rien. Donc, on sait ce que ça fait. Hein. Ça déstabilise et après, on s'en va. Bon. Donc après, on est parti sur le volontariat et on a pendant les 2 premiers mois, moins 80% de chiffre d'affaires quand même pendant 2 mois, donc ça interpelle. Bah, on a 2 magasins, en fait, on est 25 personnes. Si on ramène au temps complet, on est 16 personnes au temps complet. On les a tenus à 4 pendant 2 mois, 7 jours sur 7. Donc, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, le chiffre n'était pas là. Donc il fallait se poser ces questions-là. Donc on a passé ces 2 mois-là. Ça a créé des liens avec les voisins, ça a créé des liens avec d'autres personnes. Le fait d'avoir du pain, on était considéré comme un commerce essentiel, mais en fait, on savait pas trop. On avait une communication. Alors, il y a des articles qui sortaient, mais est-ce que je suis dans cette case ou pas? C'est ça. Je suis pas un restaurant. Le grand flou artistique. Je suis pas un restaurant, mais voilà. Bon. Même là, c'était confus. Ah, très, oui. D'accord. Ah, très. Puis on voyait telle aide pour tel secteur d'activité, telle aide pour tel secteur d'activité, mais on n'était même pas dedans. Donc, on fait quoi? Donc, avec le franchiseur, ils essayaient de gratter avec la fédération nationale, de voir un peu si, ça travaille avec les ministères et tout. Et à un moment donné, voilà, les informations commençaient à redescendre. Mais pendant 3 semaines, un mois, donc on bossait à 4 et on s'est sorti comme ça. Et en fait, en avançant dans le temps et avec la reprise, ce que j'avais dit aux salariés aussi, j'ai dit attention, le chômage partiel c'est pas des vacances, quand je vous rappelle c'est que j'ai besoin de vous. Donc on rapplique direct et le but c'est de faire avancer le schmilblick. C'est voilà, bon. Mais en fait ça s'est bien passé. Alors après j'ai eu des départs pendant l'année que j'ai pas remplacés. Pas tout de suite. Mais par contre les gens qui sont restés. Alors les départs naturels, normaux, c'est parce que voilà, changement de ville, changement d'activité, bon. Mais par contre les gens qui sont restés, du coup, ça a créé un noyau beaucoup plus fort, en fait. Et ce noyau-là, aujourd'hui, c'est des jeunes que j'ai recrutés il y a 4-5 ans qui, aujourd'hui, ont pris de la maturité. Et puis, du coup, ça les a fait aussi réfléchir. Puis, le fait qu'on se soit vraiment serré les coudes, ça a créé des liens beaucoup plus forts. Et aujourd'hui, j'ai un noyau dur dans l'entreprise qui, pour moi, je pense, n'a jamais été aussi fort depuis 8 ans. Donc c'est le positif de la chose. Voilà. Et aujourd'hui, je suis en train de créer une structure de responsables dans mes équipes là,
je sais pas si on n'avait pas connu cette expérience-là, ça se serait passé comme ça. Donc voilà, non, c'est le côté positif. Ouais. Ça fait émerger beaucoup de choses chez beaucoup de personnes quand on est justement dans ces situations de crise et où il faut réagir de manière totalement différente de ce qu'on fait d'habitude. On a eu plus le temps de parler entre nous aussi, de se poser des questions, de réfléchir un peu à tout ça. Et donc voilà, je pense que c'est... Donc ça ramène quand même des situations où l'arrêt sur image est important, la prise de recul a été hyper importante. En tant que chef d'entreprise aujourd'hui, c'est ce qu'il faut avoir, je pense, beaucoup plus. Et il faut avoir aussi une soupape de sécurité. Il faut avoir une soupape de sécurité. Il faut avoir quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on peut aussi lâcher la pression et que pour tout, enfin, qu'on soit chef d'entreprise ou pas, hein, mais je vais dire en tant que chef d'entreprise aussi, ce côté où à un moment donné, on peut se dire, voilà, je laisse la casquette de chef d'entreprise quelque part et je redeviens commun des mortels. Et donc, c'est quoi ta soupape de sécurité ? La soupape de sécurité, moi, c'est la danse par la salsa. C'est un environnement... Alors ça, c'est ma femme, en fait, qui a provoqué ça. C'est toujours de la faute des femmes. Ah non, c'est pas sa faute, au contraire. Mais ce jour-là, elle a eu une idée, mais juste géniale. En fait, il y a un prof, une asso, qui donnait un cours au Café République à 19h. Et un jour, elle descend et elle fait « Tu fais ce que tu veux, mais moi, j'y vais. » Et ben, j'ai dit « Écoute, je vais avec toi. » Et puis, c'était il y a 8 ans. Voilà. Et du coup, je suis piqué depuis 8 ans. Et donc d'élève, je suis passé à partenaire d'une asso qui est l'association en danse. D'élève, je suis passé de partenaire, je suis repassé élève parce que j'ai changé d'asso. Et après staff, et après bureau. Et puis voilà, on est piqué jusqu'au cou. Et c'est 12h à 15h de salsa par semaine. Ouais. Ah oui, quand même. C'est lourd, c'est beaucoup. Entre les cours, les soirées, les animations, les choses, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? La danse, en fait, alors... Moi, c'est la salsa, la soupape de sécurité, elle est vraiment libre à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est un endroit où on déconnecte complètement. Et la salsa, c'est la danse, quelle qu'elle soit, c'est à un moment donné, quand on danse avec une partenaire, on est tellement concentré sur la musique et tellement concentré avec sa cavalière qu'on est complètement déconnecté de l'extérieur. Ça devient intemporel, en fait. Et quand on danse, on pense à rien. Et on pense qu'à danser. Donc c'est que du positif, que de l'énergie. Pour un amoureux de la musique comme vous, ça colle bien. Et la salsa, oui, alors salsa, déjà rien que de l'écouter, ça nous emmène au soleil, ça nous emmène en vacances. En général, t'as déjà les pieds qui bougent, tu ondules déjà un peu. Ah, mais c'est fou en fait. C'est dangereux dans la voiture. Pourtant dans la voiture. Non, mais c'est vraiment une musique. Alors après, je parle avec des amis qui font du tango, ils ressentent les mêmes choses, différemment, mais ils ressentent les mêmes choses. Et puis avec la salsa, il y a souvent deux autres danses qui sont connectées ensemble. C'est la bachata qui est plus de la République dominicaine et la kizomba qui est plus angolaise, mais qui est arrivée sur l'Amérique de l'Est en fait avec l'esclavage et tout ça. Donc et puis du coup, c'est développé après, puis est revenu sur l'Europe en fait dans les années 80. Ça a vraiment pris une envolée sur l'Europe. Et puis là, depuis une quinzaine d'années. La salsa s'est énormément développée sur toute l'Europe, mais à un point où il n'y a pas une ville où il n'y a pas 3-4 assos. Donc voilà. Avant d'écouter ton choix musical de salsa, comme on arrive à la fin de cette émission, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, un jeune ou un moins jeune, parce qu'on a quand même pas mal de monde pour l'instant, justement, en reconversion professionnelle, des gens qui se posent des questions sur leur avenir, ou en tout cas peut-être même leur présent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite ou qui veut se lancer ? Déjà, de croire à son projet. Donc, croire à son projet, en fait, il faut avoir une vraie croyance à son projet, une croyance en soi. La confiance en soi, il aura des ondulations où il y a des fois, il sera au fond du trou. Mais le lendemain matin, quand il se lève, il faut qu'elle revienne à bloc. Et si elle revient pas à bloc, c'est que son projet n'est pas forcément bon. Et donc voilà. Et puis après, un projet, ça se prépare. Donc écoutez les conseils des banquiers, écoutez les conseils des institutions consulaires ou autres qui sont autour de nous, ou des chefs d'entreprise en place. Les écouter, mais s'en nourrir, et après prendre sa propre décision. Et à un moment donné, il faut vraiment y croire, il faut se lancer. Le premier pas est dur. Moi, j'ai mis 6 mois pour faire mon parcours bancaire. Pourtant, j'étais avec une enseigne, une expérience et autres. J'ai réussi. Mais quand je me suis retrouvé dans la feuille et que j'ai vu le montant que j'empruntais et qu'il fallait que je mette ma signature en bas de page, ah bah là, je peux vous dire que je me suis vraiment retrouvé tout seul face à moi-même. Mais je l'ai fait, mais ça m'a fait quelque chose, quoi. Et par contre, une fois qu'on est parti, après, c'est que du bonheur, quoi. Il n'y a pas le sentiment d'être emprisonné, d'avoir en fait un boulet au pied, ou même si de toute façon vous vouliez faire machine arrière, non, c'est mort.
c'est foutu. Maintenant, vous avez emprunté, Non. vous êtes lancé dans quelque Non, chose. parce qu'après une entreprise, ça se revend. Une Ouais, ça entreprise, il y a quand même, et vous voyez quand même les possibilités devant vous. il y a toujours une possibilité de vendre. Et puis après, voilà, si on pense à ça, on fait jamais rien en fait. Hein. Pareil, je viens d'acheter une voiture. Non, en fait, cette marque, elle me plaît pas. Je la revends. Je sais que la première année, j'ai déjà perdu 10 000 balles. Quoi. Donc voilà. Non, mais c'est quoi qu'on fasse, de toute façon, mais il y a de l'irréversible. C'est rare qu'en fait. Et dans le monde de l'entreprise, alors c'est sûr, on a signé pour 7 ans. Il faut signer au minimum 7 ans au départ, parce qu'un contrat de franchise, c'est collé à un prêt bancaire, donc c'est souvent sur 7 ans. Bon, pour que l'investissement vaille le jeu, il faut au moins tenir les 7 ans d'avoir remboursé ses emprunts en fait. Mais quand on se lance dans le chef d'entreprise, je pense qu'on n'est pas dans ces questions-là, parce qu'on a tellement travaillé son projet, tellement préparé son projet en fait que c'est pas pour arrêter au bout de 6 mois en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme les 3 qualités du chef d'entreprise? Taré. J'allais dire hormis la folie. Non, je fais ça. Ah mais ça en fait partie, je pense, un peu quand même. Les 3 qualités, alors ça c'est toujours la question. C'est une question que je pose jamais en entretien d'embauche, parce qu'en fait j'aime pas qu'on me la pose. Donc je la pose jamais. Merci. Non, il faut être quand même, faut avoir un côté pragmatique. Il faut être réfléchi aussi. Et puis après, c'est avoir la capacité de savoir s'entourer. C'est surtout ça. Parce faut pas rester tout seul. Et faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un qui peut nous donner un conseil, qui peut nous aider à sortir d'une passe un peu compliquée, ou même je veux me développer, mais j'arrive pas à trouver. Pour pouvoir avoir l'œil un peu partout. Sacré philosophe d'ailleurs. Attends, c'est le top du top, c'est le meilleur de tous, franchement. Et souvent, quand on écoute ces divagations, on va appeler ça comme ça, il y a un fond de vérité derrière. Oui. Dans le fond, il faut bien gratter. Il est perché, mais tout va bien. Non, il est pas perché, lui. C'est même plus ça à ce stade-là. Enfin, il est belge, quoi. Voilà, ça s'explique. Il n'y a que ça, quoi. Il est belge. Laurent, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Merci. Et de ton côté, comment tu as vécu cette interview? Marrant, parce que rien que la préparation sur les choix musicaux, ça m'a permis de me refaire des comebacks à des moments importants. Parce que j'écoute tellement de musiques différentes qu'en fait, choisir des morceaux, c'est pas si simple que ça. Mais quand on revient, parce qu'on en a oublié un qui était Bernard Lavillier, mais donc In the Road Again, c'est parce que je me suis retrouvé en 89 sur un projet en Afrique, au Burkina Faso, et c'était à ce moment-là où il y avait cette notion de voyage et puis cette voix qui chantait. Mais on s'est retrouvé en fait je me suis retrouvé à l'aéroport, où c'est ça qui passait au moment où je partais vraiment au cœur de l'Afrique noire. Donc j'ai découvert ce chanteur, et du coup j'écoute beaucoup de chanteurs d'ailleurs, parce qu'il a des paroles très engagées, mais c'est des morceaux qui ont marqué ma jeunesse. Ok, mais écoute, tu sais quoi, si Joachim me donne l'autorisation, je te laisse le choix de choisir le dernier morceau, puisque c'est soit Bernard Lavillier ou le morceau de salsa. Tu préfères quoi? On va mettre un petit peu de salsa, on va mettre du soleil, parce qu'il pleut aujourd'hui, on va mettre du soleil dans les esprits. On va terminer avec la salsa. Alors là, je vais te laisser par contre annoncer le titre et le chanteur. Alors c'est Il Dime Tout de René Alvarez, c'est un chanteur qui est juste exceptionnel, et qui vous sort des musiques de salsa qui nous font rêver et qui nous font danser de manière agréable, et on rend notre danseuse magique grâce à cette musique. Poussez les meubles, prenez votre conjoint, votre conjointe dans les bras, et non pas envoyez-la valser, mais faites-la danser, et c'est parti pour de la salsa. En tout cas, Laurent, merci beaucoup. Merci à Kylian, merci. Merci. Courage pour demain, pour tes 2 heures de cours, on est avec toi, on te soutient. Sur 2 jours, 4 heures sur 2 jours, ça devrait aller. Les garçons, bonne émission. Bonjour. Merci. Fred, tu viens d'arriver, donc coucou. D'un coup, je vois qui m'a branché le micro. Bonjour. Tu peux parler, tu vois. Donc, formidable. Voilà. Donc les garçons, je vous laisse la main pour la suite. Et Laurent, au plaisir de te recroiser. Et puis à très bientôt. Et merci à tout le monde. Au revoir.